vont vous présenter des logiciels gratuits chez les compris. Exact. Des gratuitiels pour la formation. Donc, M. Camille Grenier, M. Pierre-Olivier Fontaine. M. Grenier il est technicien en aquaculture depuis de nombreuses années, puis il a participé au début de la formation à distance en aquaculture dans l'approche modulaire. M. Fontaine est un nouvel enseignant. Oui, Ça paraît qu'il y a beaucoup de monde qui nous ont dit ça. Oui, il paraît. La première chose que je lui ai dit quand il est arrivé ce matin. À l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, depuis l'automne 2016, vous enseignez en technique d'aquaculture et pêche professionnelle. Étant arrivé après l'introduction de la formation à distance et l'utilisation de logiciels ont toujours fait partie de votre bonne présentation. Merci beaucoup. Et là, je vous passe l'enregistrement. Ok. Je vais l'introduction de ça. On n'a pas trop besoin de s'introduire. Ouais, c'est ça. On va aller dans le vif du sujet. On va quand même suivre le processus de notre présentation. Donc, bonjour tout le monde. On va commencer ça en regardant notre présentation qu'on a préparée pour vous aujourd'hui. Donc, comme madame vient de nous introduire, donc Tony Grenier, comme elle disait, j'ai 17 ans d'expérience en tant que technicien aquacole et ça fait un peu plus de 3 ans que j'enseigne aussi en formation à distance. Et puis, Pierre-Olivier Fontaine enseigne couture et pêche, et puis depuis tout récemment, l'année passée, seulement en 22e année. Donc, pour commencer, un petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Les sujets qu'on va aborder. Premièrement, on va parler de l'historique de la formation à distance à l'ETAC, le modèle ETAC, la place des gratuitiels dans la formation à distance, une présentation des logiciels et des applications utilisées à l'ETAC. Donc, on va vous parler d'une pédagogie innovante, les conditions gagnantes, les défis, et à la fin, une période d'échange. Pour ceux qui se demanderaient c'est quoi l'EPAC, c'est l'École des pêches de couture. Donc, on vous invite, si vous avez des questions, à vous arrêter pendant la présentation. On va se faire un plaisir de vous répondre. Une petite vidéo pour vous montrer un peu la situation de l'EPAC, à quoi ça ressemble les locaux, quoi c'est institué géographiquement, et puis c'est quoi les programmes qui sont offerts. Mon nom est Antoine Duméroy, je suis technicien en aquaculture pour Tamarine Québec, à Newport. Je suis finissant en 2007 de l'École des pêches. Moi, la chose qui m'a vraiment tapé la première fois, c'est le contact qu'on a avec les professeurs. Là, on se retrouve comme une espèce de petite famille. Bonjour, mon nom est Nadine Renaud, je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine et je travaille chez Merina à Gaspé. La formation est intéressante pour un technicien de transformation des produits marins parce que le milieu de travail peut être varié, autant du travail de laboratoire, d'usine, de bureau, c'est rarement un travail routinier. Moi, c'est Steven Landry-Dallaire. Je viens de Rimouski. Je travaille pour le groupe de Gagné sur le bateau Bella de Gagné. Au point de départ, je voulais faire de la mécanique. Quand j'ai vu qu'il y avait tous ces cours de disponibles en même temps dans le cours, c'est un atout de plus pour la vie après. C'est ça qui est vraiment complet comme cours. On voit surtout l'hydraulique, la soudure, la charpente des navires, comment dessiner des pièces, comment pour les fabriquer après. Bonjour, Sébastien Paré, pêcheur, Rivière-Nord, Gaspésie. J'ai suivi mon cours à l'École des pêches en pêche professionnelle. En pêche professionnelle, je touche pas mal à tout. C'est-à-dire côté mécanique, côté hydraulique, côté carte marine, règles de route, informatique, je touche à tout. En tout cas, pour moi, travailler près de la mer, travailler dans l'eau, travailler avec des organismes vivants, c'est vraiment intéressant. Les capitaines, propriétaires, cherchent du temps, le monde qui a une barre d'expérience, puis l'école là-dedans. Donc, ça vous donne une bonne idée des cours qu'on donne à l'EPAC. C'est sûr que là, c'était plus axé formation technique, mais aussi le volet tremplin deck. Formation à distance. Puis, pour ceux qui ne sauraient placer rapidement à Grande-Rivière sur une carte, vous avez fait aussi un. Avec Google Earth.
Aller dans Graduel, justement, on va vous présenter un peu plus loin. Exact, mais ça a été filmé avec Screencast automatique pour vous montrer un petit peu. Donc, c'est où l'école des pêches et de l'aquaculture? Sur la caméra. Voilà. On a commencé large. On va zoomer un petit peu. Le monde est à vous. Donc, Vraiment, c'est en bas ici. Ici. Ça se trouve environ à 20 minutes de rocher passé. Vous avez la situation. c'est magnifique sur le bord de la mer, un peu comme ici. Et voilà. Donc, là, on sait où on s'en va. On va commencer donc avec l'historique de la salle, parce que à l'école des pêches d'aquaculture, on fait de la chasse depuis déjà un certain temps. Vous voyez ici, en 2000, les premiers pas, donc avec le collège de l'Acadie à Petit-de-Gras, en Nouvelle-Écosse, c'est sur l'île du Cap-Breton. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé. On a offert un programme de formation en aquaculture, la partie théorique dispensée en vidéoconférence. La partie pratique assurée par un facilitateur à Petit-de-Gras. Ce fameux facilitateur, c'était un technicien qui a suivi son cours à l'école des pêches, puis qui s'est déplacé là-bas pour montrer la partie technique aux élèves à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'élèves à l'école des pêches à ce moment-là, c'était entièrement là-bas que ça se passait. Et les enseignants étaient en vidéoconférence à l'école. Par la suite, de 2004 et à 2004-2007, le DEC était offert en formation à distance à 2 groupes, à l'EPAC et aux îles de la Madeleine. Donc, à ce moment-là, il y avait des étudiants sur place à l'école et aux îles de la Madeleine. Donc, encore une fois, par vidéoconférence, on réussissait à rejoindre les étudiants là-bas. Et, si on continue, en 2013, il y a des choix qui s'imposaient. Parce qu'il ne faut pas se cacher, à l'école des pêches, on avait beaucoup de difficultés de recrutement. Donc, même l'école a eu des gros problèmes, puis on a même pensé fermer à un moment donné. Donc, il fallait vraiment réagir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une refonte entière du programme et on a vraiment accès vers l'approche modulaire. Donc, au lieu d'offrir uniquement la technique sur 3 ans, donc on a éclaté tout ça et on a formé des modules, donc 4 modules pour obtenir le diplôme d'études collégiales. Donc, l'approche modulaire, ensuite, module d'une durée d'1 an, donc on était capable de répondre plus à la carte, à la demande des élèves des entreprises. Donc, on peut choisir d'étudier en eau douce, en eau salée, en gestion d'entreprise. Donc, on peut vraiment choisir. Et également, bien sûr, la formation à distance avec une approche multisite. Fait que ça a vraiment été gagnant. On a eu des résultats inespérés, vraiment. Regardez, en 2014, c'était notre première cohorte. Plus de 10 étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, le programme a été suspendu pendant 3 ans, donc il n'y avait aucun cours au niveau de la technique d'aquaculture pendant 3 ans. Donc en 2014, on avait 10 étudiants et regardez la progression. 2015, 14 et en 2017, plus de 30 étudiants. Donc on a plus que doublé notre clientèle. Donc c'est ça que dire, ça a vraiment été bénéfique. Et puis, c'est important de spécifier aussi que sur la diapositive juste avant, c'était des chiffres pour la technique en aquaculture et aussi d'autres programmes qui sont venus. Et il n'y avait pas seulement 30 élèves à l'école. Donc, la formation technique en aquaculture est en type modulaire, comme vous l'avez mentionné juste avant. C'est fait par grande partie à distance. On a des élèves en présence et d'autres sur les écrans à l'arrière. Donc, on a une partie de la formation qui se donne en synchrone. On est devant la classe, il y a des personnes qui sont soit à distance ou devant nous, et puis on donne des heures de classe normalement. Ensuite, il y a des formations asynchrones, où est-ce que l'élève est appelé à continuer à la maison le travail, pousser un petit peu plus loin la matière, que ce soit en travaux d'équipe, peu importe s'ils sont où, de l'île de la Madeleine à Montréal, ils peuvent travailler en même temps par nos systèmes de visioconférence, ils peuvent être dans des petites salles séparées. Et puis aussi les formations présentielles, où est-ce que les élèves viennent environ 2 semaines par session en présence pour faire des laboratoires en condensé. Donc, si on peut juste continuer. Maintenant, le vif du sujet, pourquoi vous êtes là ce matin, les gratuiciels. Alors, un gratuiciel, petite définition ici, c'est un logiciel sur lequel le programmeur conserve ses droits d'auteur, mais ne réclame aucun paiement.
ce qui en fait un logiciel gratuit d'utilisation. Ça n'engendre aucun frais pour l'institution, un grand avantage, non plus pour les enseignants et les étudiants. Donc, des fois, on utilise des logiciels qui sont gratuits pour l'enseignant, mais pas nécessairement pour l'étudiant. Ceux qu'on va vous présenter aujourd'hui sont accessibles pour tous. Certains des logiciels peuvent venir remplacer des logiciels très coûteux. On va commencer avec la suite Google, qui peut venir remplacer un peu la suite Office pour certains besoins, qui peut être une dépense assez considérable pour les étudiants. Puis si on fait juste revenir, il reste 2 points pour les avantages. C'est des plateformes qui vont favoriser le travail collaboratif. Il y en a plusieurs de ces logiciels-là qu'on peut travailler plusieurs personnes en même temps. Que ce soit un travail d'équipe, ou est-ce que tout le monde travaille sur la même présentation pour faire une présentation orale par la suite. Ils peuvent rester en temps réel, voir ce que les autres ont rajouté. Aussi, ça peut être un excellent outil pour l'enseignant de voir justement qu'est-ce que chaque personne a rajouté. Quand on vous envoie juste un document en Word, c'est dur à dire des fois si un étudiant a fait 95% du travail et l'autre a juste mis son nom dessus. Sur des logiciels comme ça, il y a des petites fonctions de surveillance aussi qu'on peut utiliser, qu'on va montrer. Et puis ça optimise le temps précieux des enseignants. C'est sûr qu'il y a une petite courbe d'apprentissage au début de chacun de ces logiciels-là, mais par la suite, quand on les maîtrise bien, c'est des logiciels qui peuvent vraiment sauver du temps en envoyant des corrigés automatiquement aux étudiants, compléter les résultats, même vous faire des graphiques, quelle réponse était moins bien réussie. On peut vraiment sauver du temps un coup c'est bien maîtrisé. Et puis c'est souvent des programmes ou des fichiers qu'on peut réutiliser. Un coup qu'on l'a fait, on peut l'appliquer l'année prochaine, même si c'est gratuit, il ne disparaît pas du nuage durant l'année. Ça reste tangible. Donc on peut peut-être continuer avec la suite Google. Dans la suite Google, il y a vraiment plusieurs options. On veut juste vous montrer les principales ce matin. Alors, on a le doc, le sheet, le slide, le drive et le form, qui ont tous certains équivalents que vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc, le doc, ça va être la version Google du Word Office. Le sheet pour le Excel, le slide pour le PowerPoint. Le drive, c'est un peu une sorte de Dropbox ou d'espace nuage. Sauf qu'il y a la particularité que ils peuvent être partagés entre tous les enseignants. Donc, au lieu de faire un lien à chaque fois et puis envoyer une invitation à l'enseignant qui puisse partager le même fichier, il peut avoir accès à notre banque de documents ou autres travail pédagogique. Et puis, le form, c'est un logiciel qu'on va vous montrer aussi, avec lequel on peut faire des documents soit formatifs ou sommatifs, sous forme de sondage ou de quiz, qui peuvent être corrigés en temps réel quand on rentre les corrections et le pointage à l'avant. Et puis, c'est tous des logiciels vraiment faciles d'accès, pas besoin de programmation, et puis qui fonctionnent pas mal tous de la même manière l'un et l'autre. Donc, on en apprend un, puis on a des bonnes bases pour le suivant. On va peut-être juste continuer. On avait quelques exemples concrets pour vous ce matin. Donc, le premier exemple que Tony va vous présenter sur les rapports d'équipe. Donc, une manière d'utiliser Google Doc en travaux d'équipe collaboratifs. Donc, on va cliquer sur le lien. Ça marche encore. Donc, c'est une chose de vous parler, de vous démontrer certains de ces logiciels-là, mais à notre opinion, c'est encore mieux de vous montrer des exemples concrets d'utilisation en classe qu'on a fait. Donc, ici, on a un exemple d'un rapport de session qu'on a demandé en classe. Donc, un rapport collaboratif, un travail en équipe. L'avantage de ça, c'est que les étudiants pouvaient travailler ensemble en même temps. OK? Donc ça, c'était vraiment génial. Puis, aussi, le rôle de l'enseignant là-dedans, ça peut être de les accompagner à ce moment-là, apporter des corrections, des suggestions en même temps dans le document. OK? Ce qui est fun, des petites astuces des suites Google, particulièrement de Google Documents, c'est qu'on peut voir l'historique. Si je clique ici, donc on peut carrément voir l'historique, qui a fait quoi et quand. Et ça, c'est vraiment génial. Regardez l'exemple. Si je clique un petit peu en bas ici. Et il y a vraiment des couleurs aussi qui vont nous permettre d'identifier ce qui a été fait à ce moment-là. Et on peut voir qu'il y avait une grille de correction intégrée dans ce travail-là. Les étudiants savaient déjà sur quoi je vais me baser pour faire la correction. Vous voyez ici, bon, vous voyez en vert pâle, bon, un étudiant qui a rajouté ce paragraphe-là. Si on descend plus loin, bon, on voit très clairement en orange et en vert qui a fait quoi. Et les noms sont associés à côté ici. Fait que ça, c'est vraiment pratique.
Fait qu'on peut, comme Pierre-Lévy le disait tantôt, vérifier si c'est tout le même étudiant qui a fait le travail ou voir vraiment l'étalage du travail qui a été fait. Excuse-moi. Oui. À ce moment-là, ça veut dire que les étudiants ils partagent entre eux, puis ils invitent l'enseignant aussi, ils partagent simultanément avec l'enseignant. Oui, ou c'est juste ça. à la fin, ou comment travailler dans ces... Ils ont le choix. Les élèves peuvent décider de pas inviter l'enseignant puis travailler comme ça, de façon plus anonyme. Ou bien, ça peut être l'enseignant qui va envoyer une invitation à travailler dans ce document-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment génial pour la formation à distance. On peut faire travailler en équipe quelqu'un qui est à Montréal, quelqu'un qui est en Gaspésie sans travail. Ça peut être n'importe où. Donc ça, c'est vraiment le fun. Donc, vous voyez une méthode de suivi intégrée à ce moment-là. Un autre exemple, analyse résultats de l'aide au devoir en direct. Et là, ça va être un Google Feuille de calcul. Okay? On va regarder ça ensemble. Fait que ce que vous voyez à votre écran, c'est un tableau prévisionnel. Donc, certains calculs qu'on a à apprendre au niveau de la formation de l'aquaculture. Grosso modo, c'est un tableau qui nous indique le poids des poissons après un certain temps et la quantité de nourriture à distribuer. Okay. Fait que ça, c'était un exercice que j'avais demandé à faire en classe. OK? Et ce qui est vraiment génial, c'est que je peux vérifier premièrement si l'étudiant a compris. Et regardez, c'est ça. Donc, regardez ici l'interaction entre l'élève et l'enseignant en direct, instantanément. Fait que c'est l'élève qui me posait une question et je clique ici, on voit vraiment il y a une interaction. Je pose une question, je lui réponds et on chemine là-dedans. Il y avait certains problèmes avec certains calculs, là, il me posait une question, là, je le dirigeais, là, je le laissais faire, et ensuite, ainsi de suite, il y a une interaction comme ça qui se fait. Et ça peut se faire même en direct en classe, ça peut se faire après les cours, mettons si c'est un devoir. L'étudiant va nous demander, nous inviter à venir vérifier, bon, est-ce que je suis correct, là, mon devoir, et tu bien parti. Et ça, c'est une façon d'y arriver. Écrivez le texte juste dans une cellule, là, tu viens de faire. Oui. Dans un document, vous êtes Exact. On peut venir créer un graphique ensemble. On peut s'encourager aussi pendant une présentation. Ça, lâche pas Tony, ça se passe. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment génial. Et une petite anecdote en pensant. Hier soir, Pierre-Lévy est arrivé, puis à un moment donné, je suis en train de travailler sur un document justement sur Google. Puis on a improvisé une petite session de chat là-dessus. On s'est rendu compte qu'on était tous les deux en même temps dans le même document. Puis j'ai dit, ben, salut, comment ça va? Puis bon, tu viens d'arriver. Puis on a commencé à chatter direct là-dessus. C'était génial, c'était vraiment pas prévu. Ça peut servir à ça aussi. Et ça, c'est seulement parce que vous étiez invités sur le même document que vous avez pu... Oui, exactement. Okay. Là-dedans, on peut être invité juste pour faire le visionnement. On peut être invité à faire les modifications aussi. Fait que c'est la personne qui partage qui. On n'est pas obligé de partager et avec modification. Fait qu'on peut décider de seulement le partager pour le visionnement seulement, si on ne veut pas qu'il change les affaires là-dedans. Fait que ça, c'est aussi très intéressant. Certaines limitations. Oui, certaines limitations peut-être sur. Pour ceux qui sont habitués à utiliser Excel, c'est sûr que le logiciel n'est pas aussi puissant. Je pense qu'il y a une limite de 200 000 cellules qu'on ne peut pas dépasser. Bon, c'est sûr que pour les utilisations normales, ça va aller en classe. Aussi, il n'y a pas toutes les fonctions statistiques avancées. Donc, si on veut faire un travail en mathématiques, remonter des statistiques, il va peut-être quand même falloir passer par Excel. Par contre, pour les fonctions de base, faire des graphiques, ça va être capable de convenir aux besoins vraiment de base en classe. Si je peux me permettre, hein, il y a des modules complémentaires qu'on peut télécharger, par exemple, qui ont beaucoup de fonctionnalités. Effectivement, on peut rajouter des compléments qui vont encore ouvrir d'autres horizons. Effectivement. Et on pourrait faire notre présentation juste là-dessus pendant tout l'après-midi. Il y en a tellement de possibilités. C'est vraiment génial comme outil. Si je comprends bien, vous préférez G Suite à Office 360? Vous travaillez plus avec ça? C'est deux utilisations différentes. OK. Disons, pour un travail vraiment d'analyse, là, devant son ordinateur, je favoriserais peut-être encore la bonne vieille suite Excel. Je suis peut-être un puriste là-dessus. Okay. Mais pour vraiment les travaux collaboratifs, là, ça offre quelque chose que
la suite Microsoft, peut-être pas aussi bien pour l'instant. Donc, pour les travaux collaboratifs et à distance, ça s'applique très bien. Oh, donc, question? Oui. Comment formez-vous vos étudiants à l'utilisation de ces documents-là? On leur présente en classe, tout simplement, avant de lancer le problème. Ils sont là. On leur fait une petite introduction. Bon, voici ce qu'on veut, comment ça fonctionne. On les invite à se créer un compte Google. Premièrement, il faut commencer par là. C'est très facile. Google.com, on fait notre inscription. C'est simplement un courriel Gmail. Ensuite, le tour est joué. On peut avoir accès à toute la suite de Google. Donc, ensuite, on va leur montrer un exemple en classe, tout simplement. Puis, habituellement, les élèves rendus au collégial sont quand même habitués à travailler là-dedans. Ça ressemble beaucoup à la suite Microsoft, donc Word, Excel, etc. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Ils sont quand même déjà très intégrés, ces éléments-là. Fait que, c'est sûr que des fois, ça va prendre un petit peu de temps dans le cours pour être sûr de bien intégrer. Par contre, un autre outil qu'on va vous montrer juste un petit peu plus loin peut faciliter cet apprentissage-là. Je vais peut-être juste, pour répondre à la question, montrer un petit exemple. Dans le logiciel de captation, où est-ce qu'on peut se filmer notre écran en train de faire des opérations. Donc, on pourrait filmer en train d'utiliser, disons, Google Sheet. Leur montrer comment en ce moment, je leur écrivais bonjour à tous, aussi un petit tutoriel sur comment faire un graphique. Et puis, je leur montrais comment se tourner sur des fonctions, et puis créer un graphique en dedans de 3 minutes. Et contrairement à l'explication en classe, ils peuvent leur faire rajouter s'ils ont besoin d'un petit peu plus, parce qu'on a quand même une clientèle variée au collégial, ça peut être entre 17 et 77 ans, c'est comme les jeux Monopoly. C'est pas tout le monde qui est autant à l'aise des fois avec ces logiciels-là, donc on va faire des petites vidéos là, qui nous accompagnent, puis on le fait une année, l'année d'après, ils sont déjà prêts. On peut juste leur envoyer un lien à la nouvelle fois. On va y revenir dans environ 4 diapositives sur le fameux screencast automatique. Donc, juste pour continuer ici, on s'est rendu au Google Slide. On y revient dans 3 diapositives. J'ai devancé un peu, là, je suis excité. Donc, ici, on voit l'exemple de Google Slide. D'ailleurs, la présentation qu'on fait aujourd'hui a été créée sur le Google Slide. J'ai montré un autre exemple ici, fait dans le cadre de mes cours en biologie marine, où est-ce que je demandais aux étudiants de bâtir le prochain cours. Donc, j'avais mis des sous-points, des catégories qui devaient aller chercher l'information. Et puis, ils sont venus bâtir le cours, donc l'auteur de la classe. Et puis, ils sont venus remplir la matière matérielle, je pouvais corriger, m'assurer qu'il y avait la bonne information. Et puis ensuite, au prochain cours, on a tout simplement mis leur diaporama. Et puis, fait le cours qui avait été créé par les pairs. Donc, tout le monde avait accès. Il y avait 20 personnes qui travaillaient en même temps sur le document et ça se passait très bien. C'est plus passé 50 personnes lors des limitations. Donc, c'est une très grande classe. Ça peut donner un peu le chaos au début quand tout le monde ne sait pas s'ils vont sur la première ou la deuxième, quelle page ils peuvent y aller. Il y a 30 personnes en même temps qui essaient d'écrire leur nom. Mais au bout de 2 minutes, d'habitude, ça se place. Tout le monde se choisit sa page, écrit son nom rapidement en haut à gauche. Donc, ils savent que c'est eux qui écrivent sur celle-là. Et puis, il n'y a pas trop de confusion là-dessus. Au niveau des fonctionnalités, là, ça ressemble étrangement à PowerPoint que vous connaissez tous, étant enseignant. Il va juste avoir quelques petites fonctions là, qui ne sont pas exactement pareilles. Mais encore une fois, il y a des modules supplémentaires qui peuvent s'ajouter au fil du temps. Quand on a des limitations aussi vraiment particulières, on peut aussi envoyer à l'équipe Google envoyer un message, là, demander pour quelle fonction, s'il y a un autre moyen. Et puis, au cours des mois, des fois, ça va assez vite, ils peuvent le rajouter suite de gestion. À part la gratuité, par rapport à la suite 365, 360, c'est quoi l'avantage? C'est sûr que c'est gratuit quand on l'a dans l'organisation. Parce que même si on l'a dans l'organisation, l'étudiant n'a pas nécessairement à la maison. Puis pour la formation à distance, on peut malheureusement pas leur dire pour le faire l'informatique, il y a la suite que vous pouvez utiliser gratuitement. À la maison, ce serait dur d'acheter des licences pour tout le monde. Donc avec celui-là, on a vraiment là, la certitude que tout le monde a accès au même logiciel de la même manière. Il n'y a pas vraiment de... Quand l'organisation achète
la suite, les élèves ont accès aussi. C'est mieux avec la suite 365, puisque les élèves peuvent installer la suite chez eux qui est tout complet. Mais quand tu n'as pas la possibilité d'avoir ça, c'est les mêmes fonctions, c'est ça que je veux dire. C'est très similaire. Il va y avoir des différences, des fois, on a une limitation de nombre de personnes qui peuvent sur le même fichier. La lenteur, des fois, à réagir aux additions que quelqu'un va mettre sur la page, mais ça va être très semblable. Dernier petit exemple, juste pour la suite Google. Ici, on est dans le Google Form. Donc, on peut en faire des formatifs. Ici, on avait quelques questions. L'étudiant doit écrire son adresse email au début. Comme ça, je peux répertorier qui a fait ou n'a pas fait son devoir. Ensuite, il répond aux questions. Il va recevoir un corrigé automatiquement. Et puis, nous, par la suite, on peut aller voir les pointages moyens, aller voir ce que chaque étudiant a eu ou n'a pas eu comme réponse. C'est vraiment de compiler les questions les moins bien réussies. Donc, on peut ensuite aller voir ça directement. Et puis, au prochain cours, revenir sur celle-là que personne n'a eu. Il va les compiler automatiquement. Ça peut se faire en direct en classe aussi. Oui. Parfois, on va parler d'un certain sujet et on veut savoir si tout le monde a compris, justement. Ben, si on a déjà préparé d'avance le formulaire, on leur envoie ça, on leur demande, bon, vous avez 5 minutes pour le remplir, et on voit la compilation en direct. On voit les chiffres bouger, les graphiques, ça c'est vraiment très dynamique. Fait que ça c'est vraiment le fun. Fait que là, on peut voir, bon, question en 2, là, il y a 50% qui a compris, bon, on va revenir là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment rétroactif et très rapide. C'est juste un autre petit exemple. J'avais aussi fait un sondage sur l'examen étant donné que j'étais un bel enseignant l'année passée. Je veux savoir comment que mes questions, c'était assez clair, c'était des répétitions. Donc, j'avais offert un sondage anonyme aux étudiants qui pouvaient répondre à la suite de chaque examen par rapport à leur niveau d'études. J'ai étudié juste assez. Je n'ai même pas ouvert mes notes de cours. J'ai commencé à étudier pendant l'examen. Malheureusement, celui-là venait souvent à la réponse. On ne veut pas toujours tout savoir. Hein? Comment avez-vous trouvé cet examen pour l'ordre, pour cours très variés? Est-ce qu'il y aurait une question à retirer selon vous pour l'année prochaine? Choses comme ça. Donc, pour moi, ça m'a vraiment aidé à perfectionner un peu les examens. Et puis aussi voir s'il y avait des questions que peut-être j'avais été un petit peu trop rappelé sur la matière ou vraiment un ajustement. Donc, ça, pour moi, ça a été très utile. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour l'examen? Pour l'examen, c'était des bons vieux documents. Papier présence. Lui, c'était à présent à distance. On leur donne des énoncés, souvent en PDF, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bris de mise en page si quelqu'un l'ouvre sur un Mac, disons, ou un autre qui n'est pas la même année. Donc, on l'envoie, les énoncés comme ça, ils peuvent ensuite y répondre sur leur fichier de leur choix. Il y en a qui peuvent les faire sur le fichier Word. Et puis, on va les voir en direct aussi. C'est sûr que c'est dur un peu de s'assurer. Ils envoient comment? Ils vont les déposer sur le module qui est avec Omnibox. OK. Excuse-moi, j'ai juste une question. Je connais des gens réticents à l'utilisation de la suite Google sous prétexte que c'est pas suffisamment protégé. Avez-vous vécu des expériences quelconques? Ben, c'est sûr qu'il y a différents niveaux de protection qu'on peut émettre. Si on l'ouvre à tous qui possèdent le lien et qui n'ont pas besoin d'avoir une adresse, disons, de l'institution, ça l'ouvre des portes à le partage ou même le surpartage. Par contre, il y a moyen de le limiter à un nombre de visionnements, de mettre des adresses, déjà rentrer les adresses de chaque élève de sa classe, selon eux, vont y avoir accès. Il y a moyen d'augmenter un tout petit peu les paramètres de base, mais oui, il va toujours avoir des limitations. C'est ça. C'est au niveau du partage, c'est nous qui allons décider comment on va les partager. Puis, ce qui est intéressant, on peut se créer des groupes classes. Donc, au lieu de manuellement chacun des élèves aller le chercher. Donc, on peut carrément se créer un groupe. Et quand c'est prêt, on clique sur le groupe et ça part tout de suite à tout le monde. En fait, je pense qu'à fait, pour nous excluant la fin de temps, c'est plus l'aspect nuagique de la chose où les données ne sont pas conservées. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est sûr que quand on partage directement aux élèves, c'est sûr qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent avec. Mais on peut changer après. Lien avec l'école. Oui. Donc, parce qu'on peut changer après.
c'est pas parce qu'on partage aux élèves, on peut limiter le temps, on dit bon, on va vous le partager pendant quelques jours, puis après ça, ben, c'est fermé l'accès. Ensuite, si vraiment on veut être sûr que ce soit pas un nuage trop longtemps, on peut l'importer sur notre bureau, l'enlever du nuage et puis le remettre l'année d'après. Si on veut pas qu'il reste indéfiniment sur la nuit. En plus de ça libère l'espace sur le travail. Juste un court introduction sur NetQuiz. Est-ce que c'est une application que vous avez déjà entendu parler? Non. C'est une autre version. C'est un logiciel qui va faire sensiblement des formulaires, des questionnaires ou d'autres examens. Peut-être cliquer sur le lien. Contrairement à Google Forms, celui-là va permettre une plus grande variété de questions. Sur Google Forms, c'est un peu limité. On va avoir plus des choix de réponses. Tout ce qui est réponse longue ou réponse courte n'aura pas de correction vraiment directe. Ça va être dur pour Google de reconnaître si la phrase qu'il nous a écrite correspond à la réponse qu'on voulait. Donc, pour la correction en direct, c'est un petit peu plus difficile. Sur le NetQuiz, ça ne fera pas de la correction en direct non plus de texte. Par contre, il y a plus de types de questions. Donc, on peut juste cliquer sur la flèche. On voit la première, c'est un développement. Ça, c'est un document qu'une de nos collègues a créé pour son cours. On voit il y a des choix de réponse ici à cocher. On peut aussi faire des associations d'images. Donc ici, on peut faire des zooms et puis cliquer sur, disons, c'est que le Sébastien est auto-nettoyant. Si on continue, il y a aussi, on peut faire des associations entre des mots et des images. Ils doivent déplacer les mots. Exact. Ouais. Un côté à l'abonnement. Il y a aussi des dictées trouvées qui sont possibles de faire avec NetQuiz. C'est assez pratique. Et puis ensuite, c'est sous forme de lien qu'on va partager aux étudiants. Et puis, il faut pouvoir aller chercher et y répondre au formulaire qu'on envoie. Ça peut être utilisé tant formatif que sommatif. Et puis après, ça complète le résultat puis ça peut l'envoyer à des copies à l'ensemble. Okay. On va vraiment. Les étapes dans le bon ordre. Il y a des bonnes possibilités. Ouais. Tout ça, c'est gratuit. Oui, tous les logiciels qu'on vous montre, il y a une version gratuite. Des fois, il y en a que il y a toujours le Pro ou une autre version qui demande un abonnement. C'est d'ailleurs un désavantage de celui-là qu'on a en ce moment, Prezi. Ces limitations en tant que gratuites sont toutes limitées. Contrairement aux autres, que dans la version gratuite, on peut quand même en faire beaucoup. Pour le Prezi, c'est une sorte de PowerPoint ou de slide, un petit peu plus interactif. D'ailleurs, on va juste en pause. Donc, une des limitations, pourquoi on a à aller le voir sur une vidéo YouTube en ce moment, contrairement à juste ouvrir le Prezi, c'est que dans la version gratuite, on ne peut pas le partager. On peut seulement l'utiliser devant la classe, sur notre compte. On ne peut pas non plus l'importer sur notre bureau et puis l'ouvrir en présentation. Toujours être connecté en tout temps dans la version gratuite. Et puis, les modèles sont plus limités. Là, juste pour vous montrer un exemple, c'est un type de présentation où est-ce qu'on va se promener sur l'image. Donc, ça va faire des zooms, ça fait un petit peu plus interactif et plus vivant comme présentation. Là, on démontre un peu la compagnie, les différentes composantes. Donc, on peut se promener. On n'est pas obligé d'aller toujours aussi vite. Ça, je l'ai fait un peu rapidement. Mais c'est vraiment une forme de grand schéma à laquelle on se promène, qu'on ouvre des bulles, qu'on vient faire des zooms pour démontrer certains aspects et puis ce qui est relié entre eux. Donc, c'est très beau. Par contre, c'est relativement limité, là, les modèles entre eux. Il y en a quelques-uns de base qu'on doit utiliser. Donc, si vous êtes à votre 15e crédit, ben, ça commence à se ressembler. Hein. C'est un moins de créativité. Pierre-Olivier, oui? Pour faire votre vidéo, avez-vous pris Screencast au matin? Exact. C'est un outil qu'on utilise vraiment souvent maintenant, qui est très facile d'utilisation, et puis qui a l'avantage de pouvoir déposer vidéo directement sur votre chaîne YouTube. Quand vous êtes avec la suite Google, il y a un compte qui est créé aussi sur YouTube qui est relié à la suite Google. Donc, quand vous venez filmer, vous avez l'option de le déposer directement et puis ensuite, comme tournez vous présenter, vous pouvez partager votre chaîne aux étudiants pour qu'ils puissent voir certaines vidéos éducatives, comme celui-là ici, que je vais vous montrer un petit peu plus tôt, ou tout simplement des vidéos comme je vais vous montrer. Donc là, pour le screencast, ça l'ouvre une fenêtre
qu'on peut modeler sur seulement la partie de l'écran qu'on veut qu'il soit filmé. Il y a aussi l'option qu'il y a la webcam en même temps. Si vous voulez qu'il voit votre visage en train d'expliquer, des fois on est visuel, voilà. On fait des démonstrations avec les mains, si jamais. Ça peut être quelque chose d'important, mais pour ceux qui aiment mieux être dans l'ombre, il y a une possibilité aussi d'avoir juste notre voix par-dessus. Moi, c'est ce que je préfère pour le screencast. Puis on peut vraiment démontrer des choses qui vont rester ensuite en vidéo, que l'étudiant peut visionner. Pour ça, avec le screencast, ben, il y a quand même beaucoup de possibilités. On peut préparer un cours asynchrone, par exemple, ou présenter les devoirs. On peut faire ça de façon très dynamique, très différente. Est-ce que tu peux ajouter du texte là-dedans que tu mets? Ou tu as des adresses Internet ou... Par-dessus le screencast? Ouais. On pourrait faire de l'éditage de vidéos par la suite avec un autre logiciel. Ouais. Par contre, sur le screencast, l'éditage qui est inclus, c'est plus couper, faire commencer la vidéo un petit peu plus loin, après ça recommencer pour reprendre une scène. T'écrases finalement ce qui suivait. Oui, exact. Puis tu recommences. Et puis par la suite, on peut, en l'ajoutant sur YouTube, aussi YouTube a un certain logiciel d'éditage intégré. C'est limité, là, pour ceux qui font vraiment du montage vidéo, vous allez peut-être plus combler avec un autre logiciel. Et ça, vous exportez YouTube? À la fin du screencast, il y a moyen de soit l'avoir en vidéo directement sur notre bureau. On peut procéder. On n'est pas obligé de le mettre sur YouTube tout le temps. À ma question. Et Tu peux envoyer le lien à l'élève, il veut l'exporter ou tu le gardes? Pour le lien, c'est mieux de l'envoyer à l'élève. Parce que si on veut déposer la vidéo ensuite, disons, sur Léa ou le logiciel que vous utilisez avec votre classe, ça va être très lourd de mettre une vidéo contrairement à un lien. Oui, chercher. Oui, ça va vite avec les vidéos. Je fais de la démonstration mathématique, moi. Je voyais, est-ce qu'il y avait comme une espèce de petit curseur jaune qui suivait, donc c'est toujours là? Ça fait partie, oui, ça fait partie du screencast somatique. Donc, quand tu montres ton truc, ouais, ça c'est vraiment intéressant, parce que quand on l'explique, ben, tu vois très clairement le curseur. Ça, c'est vraiment bien pour ça. YouTube, oui, c'est bon. Donc, YouTube. YouTube, je pense que tout le monde connaît ça. Comment on l'utilise au niveau pédagogique en formation à distance. Donc, on voit, YouTube, ça permet de créer une chaîne de vidéo propre à l'enseignant. On peut se créer notre propre chaîne sur YouTube. Donc, c'est un endroit qu'on va pouvoir déposer des vidéos qu'on va servir en classe ou d'autres activités. Permet de déposer des vidéos explicatives, voilà, ou démonstratives, des énoncés, des examens et encore plus. C'est facile à utiliser. Et il y a un outil de montage intégré dans YouTube. Et pour faire un lien avec screencast somatique aussi, quand on a terminé d'enregistrer notre vidéo, ben, YouTube va automatiquement compresser le fichier vidéo. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Donc, on veut l'envoyer par la suite. Donc, un exemple ici de ma chaîne YouTube que j'ai créée pour mes besoins à l'école. Donc, ici, on voit les packs. À côté, c'est les vidéos que j'utilise en classe, par exemple. Sont tous à la même place. Fait que les étudiants, ils peuvent aller les visionner s'ils ont un droit d'accès. Et ça, c'est bien important de le savoir. Avec YouTube, on peut choisir aussi qui a accès à ces vidéos-là. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde dans le monde qui peut voir ceci. Donc, c'est vraiment nous qui allons décider. Donc, normalement, ce qu'on va faire, c'est on va les déposer, puis il va y avoir un droit d'accès seulement limité à ceux qui vont avoir le lien. Donc, ce n'est pas listé dans YouTube. Donc, par exemple, si en tutoriel Google Drive, si quelqu'un écrirait ça comme dans l'engin de recherche, il ne va pas nécessairement arriver là-dessus. Ça va être caché au niveau de l'engin de recherche. Donc, on appelle ça non répertorié. Okay. Excusez-moi. Oui. J'ai essayé l'autre jour puis je me posais la question, est-ce que si je partage avec quelqu'un ma chaîne, est-ce qu'il peut voir tout ce qui est là ou il peut voir certains? Est-ce que je peux lui dire je veux ça ou non? Ben, c'est ça, si tu te crées une chaîne comme ça, si tu donnes accès à cette chaîne, il va tout voir ce qui est là. OK. Tu peux choisir de vraiment d'envoyer une vidéo de façon individuelle, puis il va arriver simplement sur cette vidéo-là. Tu peux envoyer le lien d'un vidéo qui est là-dedans ou qui est complètement ailleurs. C'est ça, c'est un choix. On n'est pas obligé de travailler avec une chaîne non plus. Non, mais mettons, j'ai une chaîne, j'ai une vidéo que j'ai développée, que je veux voir en public, qui est parmi ma chaîne, mais je peux envoyer le lien de cette vidéo unique-là à un groupe d'individus. Puis, à l'intérieur de ta chaîne, tu peux choisir. Tu peux choisir, bon, complètement invisible,
Tu peux choisir non répertorié ou accessible au public. Ça, c'est toi qui choisis. Encore YouTube, une fois que tu as partagé le lien, si les gens le partagent encore, ce lien-là, il se propage ou il est bloqué à la personne? C'est une bonne question. En fait, normalement, s'il est bloqué à l'intérieur de ta chaîne, pour être accessible au web, normalement, même s'il essaie de le partager, ça ne fonctionne pas. Normalement, non, il ne peut pas faire ça. Mais si tu as pris le lien, tu transfères le Mais ça, il y a toujours moyen de contourner. Normalement, tu sais, si, mettons, il va regarder le titre de vidéo qui est pareil à ce qui est déjà en ligne, accessible à tout le monde, oui, il peut finir par le trouver. S'il est vraiment futé, il peut utiliser screencast automatique, il peut filmer en même temps, mais on n'en est pas. Ouais, ça a déjà joué ça. Sur YouTube, là, ils changent l'adresse. Tu as le même document en biologie, en tout cas, c'est souvent comme ça. Tu as un document qui est super le fun, mais l'année d'après, tu as pris le lien, mais finalement, l'année d'après, ça ne marche plus. Tu retrouves éventuellement la vidéo, mais sous un autre. Est-ce que vous, il disparaît? Ça change-tu? Ben, c'est sûr que si c'est un vidéo qui a été placé là par quelqu'un d'autre, une tierce partie, il peut décider de supprimer, mais il faut jouer l'astuce, c'est qu'on enregistre la vidéo. Ben, c'est ça, mais là, vous le mettez là-dessus pareil? Oui, on peut le mettre là-dessus. Parce qu'on est là-dessus pareil, je pense. On est très là-dessus. Que c'est légal. Oui, les droits d'auteur. Ben, c'est légal. C'est sûr que si c'est une vidéo de quelqu'un d'autre, ben, la moindre des choses, c'est de lui demander la permission, bien sûr. Oui, t'as enlevé ton vidéo, puis bon, on aimerait quand même l'utiliser. À ce moment-là, c'est sûr qu'il faut se protéger pour son cancer. 5 minutes, ça va très vite, il va falloir accès. Oui. Donc, la chaîne YouTube, ben, vous voyez rapidement, ici, on a un exemple d'un devoir que j'ai demandé aux étudiants, donc, que j'ai enregistré avec Screencast Somatic, que j'ai par la suite déposé sur YouTube, et j'ai envoyé le lien aux étudiants. Fait que ça, on entend c'est ma voix. C'est carrément moi qui parle sur cette vidéo-là. Donc, c'est un exemple d'utilisation. Puis on peut aussi faire des énoncés d'examen, disons, en vidéo. Leur faire un document où ça s'allume sur des liens, et puis il y a une question qui est dit ou présentée par un producteur, disons, sur sa ferme, et puis ils doivent répondre après ça sur papier. Il y a moyen de rendre le tout interactif. Donc, ce soit YouTube, il y a quand même des bonnes possibilités avec ça. Ensuite, vous voyez à votre écran, une autre option pour des travaux à 5 ans, donc des travaux à la maison, educol.net, qui est un site pédagogique, malheureusement en anglais, mais qu'on peut quand même utiliser pour certains de nos besoins. Facile à utiliser, un outil de travail à 5 ans, donc il est téléchargeable en format PDF vierge ou corrigé. Donc, un générateur de mots croisés qui fonctionne très bien. Ça va être très pratique pour au niveau de la terminologie. Et on va avoir accès au corrigé comme ça et à la version vierge. Donc, ça peut être pratique. L'inconvénient, c'est qu'il faut nécessairement l'imprimer. On ne peut pas le remplir directement à l'écran. Donc, ça, c'est le désavantage. Mais, ça, c'est pour l'étudiant. L'enseignant peut le remplir la première fois. Les étudiants vont devoir l'imprimer ou aller sur Paint puis mettre des lettres par-dessus, mais c'est pas toujours optimal. C'est bon. Donc, on va accélérer encore. On va manquer de temps. Donc, on voit, je vous invite à cliquer sur le lien, puis on voit, c'est quand même facile. On remplit les cases avec les questions, puis ça se fait tout seul. On va voir ça. Ensuite, ici, la fameuse roue de fortune. Logiciel d'animation. Donc, il y a plusieurs logiciels d'animation qui vont nous permettre de dynamiser les cours. Par exemple, ici, il fallait faire un choix en classe pour une présentation orale. Donc, au lieu de... c'est ça, t'as compris tout de suite. Donc, au lieu de piger des noms, ça c'est un peu plate. Quand on est en formation à distance, on est capable de faire mieux. Fait qu'on a la petite roue de fortune aujourd'hui. Ouais, faut que je laisse joli. Ça peut être assez surprenant. Il manque juste un commandant. On peut marquer tout les noms de c'est les balles que j'ai choisi. Aujourd'hui, quand on a fait cette activité-là, ça a eu un succès fou. J'ai une photo des étudiants sur mon écran, les sourires, c'était vraiment beau. J'ai eu bien du fun avec ça.
Puis le même nom, on ne peut pas sortir deux fois. Et c'est ça. On va retirer le nom. Et les parties, on recommence. Et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Classtool.net, il y a d'autres applications comme ça. Je vous invite à aller voir. On va sortir là-dessus, le retour de temps. Condition gagnante au niveau de l'utilisation des gratuels et de la formation à distance. Le travail d'équipe, ça fait partie de nos forces. À l'EPAC, on travaille vraiment beaucoup ensemble, on se concerte continuellement. L'ouverture d'esprit, hein, pour utiliser tous ces logiciels-là et tout ça. Implication personnelle, bien sûr. On ne peut pas avoir peur d'essayer de s'impliquer, de mettre du temps. Et ne pas trop en faire, ça c'est bien important. Il faut oser parce que si on s'éparpille et tout le monde va chacun de son côté à essayer des affaires, c'est pas mieux non plus. Donc ça, c'est important de se concerter et d'utiliser la même chose. Okay? Les défis relevés, je te laisse conclure. Alors, on a pu augmenter la diversification de nos cours, on a pu aussi des éléments formatifs en asynchrone, l'intégration de plusieurs modes d'évaluation. Pas toujours avec la fameuse page Word à remplir. Là, on peut vraiment varier le type de questions et le type de mode avec lequel on va les cours ces questions-là. Puis dynamiser les cours, je pense que la roue fortune est le meilleur exemple de ça. Ça peut être assez silencieux aussi dans les présentations orales. Hein. Tout le monde est un peu nerveux, là, la roue qui part, là, ça t'attend un petit peu. On s'est déjà rendu aux questions. Je pense malheureusement, il restait 40 secondes pour les questions. Au moins, il y en a eu déjà quelques-unes pendant la présentation. Oui, c'est pas une question, mais je veux vous dire que c'est vraiment une belle présentation. C'était concret, des bels exemples, puis ça me donne presque le goût de retourner à l'école. De me lancer dans l'enseignement. Mais vraiment, là, merci. C'était très intéressant. Il y a du match. Il m'a dit, professeur, on fait non. Et monsieur Daniel Madubois qui a dit, vous dites rien. C'est ça de la chambre de masse. Bonne présentation. Super, parfait. Écoutez, bon, oui, entrez, il nous reste une chaise ici. Patrice va faire ses genoux. Écoutez, oui. Il y a une place là aussi, Christine. Oui, super. Excellent. Vous installez, vous êtes bien, parfait. Super. Écoutez, on est excessivement heureux de vous voir en si grand nombre. Le but de la présentation aujourd'hui, notre troisième rencontre des partenaires. Moi, j'ai eu la chance de les deux premières. À la deuxième, on était au cégep de Rimouski, on était là, puis j'avais entendu parler un petit peu d'Amid au travers des branches. Bon, c'est un prof à l'UQAR qui fait des choses, tout ça, puis je vais à son atelier. Puis quand j'arrive à son atelier, ben, je me suis rendu compte que Amid, c'est quelqu'un qui est au niveau de l'utilisation. Puis là, dans le fond, vous avez vu, l'environnement institutionnel d'apprentissage. Dans le fond, on est habitué au collégial, on a Omnivox, on a Clara. L'université à Moodle, et ainsi de suite, le primaire secondaire aussi, on leur fait on a quelque chose qui était institutionnel. Mais Amid, lui, il était pas mal flyé sur l'environnement personnel d'apprentissage. Puis à un moment donné, il m'a fait vraiment, excusez l'expression, triper. On s'est parlé, on a gardé contact, tout ça, puis à un moment donné, à travers des lectures, je suis tombé sur un texte que je lui ai partagé, puis je dis à Amid, je dis, écoute, toi, tu as l'impression que tu fais ça, mais je suis pas persuadé que tu es conscient que tu fais ça. On a partagé ça, puis belle complicité, puis c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça fait que dans le fond, tout ça pour vous dire, ce petit historique-là, que j'espère que dans vos rencontres, que vous allez faire des chassés croisés, qu'en 2019, vous allez nous présenter des ateliers de chassés croisés comme ça. Amid. Merci pour cette introduction. Donc, le terme environnement personnel d'apprentissage, j'ai justement été inspiré par Daniel, je le remercie à cet effet. Donc, au cours des discussions, nous avons décidé en fait de faire cette présentation. Donc, vous savez que le paysage numérique, je parle pas de l'Internet des objets, il y a des spécialistes là-dessus, ou l'intelligence artificielle, mais je vais aller baiser. Vous savez, le paysage numérique en entreprise est traversé par trois tendances principales, à savoir le mobile, qui occupe une place aussi importante dans le domaine personnel et professionnel, aussi les médias sociaux qui ont atteint un stade de maturité, entre autres, on n'est plus dans une réflexion qui seront faites dans quelle perspective. Les médias sociaux aussi ont atteint un stade de maturité
À ça s'ajoute bien évidemment un changement de paradigme dans la façon dont les entreprises se ressourcent en technologie d'information grâce notamment à ce qu'on appelle l'infonuagique ou le cloud computing. Autrement dit, récemment, on n'a plus besoin d'installer des affaires, mais ils sont dans le cloud à notre disposition. Nous attendons juste quelqu'un pour aller les chercher et les utiliser. Alors tout ça, ça va amener un accès pratiquement en temps réel à l'information, à la communication, à des communautés qui sont soit locales, soit étendues. Et bien sûr, ça nous donne des ressources diverses qu'on pourrait justement utiliser. Ça, c'est au niveau des tendances en termes de numérique. Mais qu'en est-il de l'étudiant aujourd'hui? Ok. L'étudiant aujourd'hui, je vais t'inviter. Oui, vas-y, Daniel. Ben, l'étudiant, ce qu'on a voulu vous illustrer, à un moment donné aussi, c'est qu'on a parlé de connectivisme aussi. OK? On parlait de socio-constructivisme, constructivisme. Un des éléments qui sont importants, tout ce qui touche la co-création. On a parlé beaucoup de collaboration, on a parlé beaucoup d'échanges. Ceux qui étaient à l'atelier sur cellulaire hier, on parlait avec Facebook, des étudiants créent à l'insu des professeurs des groupes avant des évaluations. Donc, c'est un enjeu. Au niveau de la créativité, je te laisse poursuivre. Oui, mais en fait, au terme de ce que tu viens de dire, c'est le terme qu'on va emprunter de domaine de marketing sur le consommateur. En fait, le consommateur, pardon, c'est un étudiant qui n'est plus juste en train de consommer de l'information ou la recevoir comme un réservoir, mais dans le sens, l'étudiant aujourd'hui, c'est un créateur de contenu, il crée des projets, il crée des affaires. Donc, on a emprunté ce terme du marketing, l'étudiant consommateur, et dont les caractéristiques, dans les faits, sont empruntées de la génération C. Autrement dit, on ne parle plus maintenant de la génération Y qui sont rendus à 35 et plus. Là, on est dans la génération C. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a toutes les C qui commencent à et c'est une communauté, c'est un étudiant qui est connecté, qui crée, qui a de la créativité, qui participe à des communautés, qui collabore en tout temps. Ceci étant dit, maintenant que l'environnement paysage numérique évolue, que l'étudiant à qui on va faire affaire évolue, mais qu'en est-il maintenant de l'environnement institutionnel d'apprentissage? On pense, il y a raison de croire que ça n'évolue pas à la même vitesse de l'évolution qu'on vient de décrire. Je pense que Daniel va vous décrire pourquoi. Quand on regarde autant Moodle, autant Moodbox, autant tout ce qu'on a de façon institutionnelle, OK? Ça va être davantage centré sur un cours. Okay? Il va y avoir des blocs, ça va être le cours. Ça va être quelque chose qui va être fermé. Il n'y aura pas d'intégration, il n'y aura pas de nouvelles, il n'y aura pas de Twitter contenu là-dedans, il n'y aura pas rien. C'est vraiment quelque chose qui est fermé. L'environnement qui est fermé. Un environnement qui est relativement linéaire. OK? Session 1, session 2, semaine 1, semaine 2, puis ainsi de suite. Puis, c'est quelque chose aussi qu'on n'est plus au niveau légal. Je dépose mes notes, le suivi. Si je prends l'exemple au niveau du collégial, la plateforme qu'on utilise, c'est un étudiant échoue ses 7 premiers examens dans ses 7 cours à la première session. L'aide pédagogique individuelle va avoir un flasher rouge qui va apparaître et faites vite quelque chose. Donc, à ce moment-là, on se rend compte que c'est intégré tout ça. Donc, il y a un aspect légal là-dedans qui est important. Ça veut donc dire que l'environnement institutionnel d'apprentissage, ben, on est comme un incontournable. D'où l'intérêt de parler d'un environnement personnel d'apprentissage. Qui vient s'y jumeler. Excellent. Alors, donc, de l'étudiant consommateur d'information, OK, à un étudiant consommateur, génération C. Et là, on peut voir dans quel chemin on le voit, vous avez, c'est-à-dire l'environnement institutionnel de l'apprentissage qui est linéaire, qui est centré court, comme vous venez de décrire, on va essayer de l'étendre dans un environnement beaucoup plus vaste, qu'on va appeler l'environnement personnel d'apprentissage. L'environnement personnel d'apprentissage. Donc c'est justement la présentation aujourd'hui, on vous amène ça pour vous décrire, mais qu'est-ce que c'est que ce méchant environnement personnel d'apprentissage? D'accord? Alors, avant d'aller dans le détail, on va se mettre d'accord sur une définition. Alors, un environnement personnel d'apprentissage, c'est une composition qu'on appellerait spontanée et éphémère. Éphémère. Je reviens sur ça parce que il disparaît. Il n'est pas. Je reviendrai sur cet aspect éphémère. Donc, c'est un ensemble d'outils web, d'applications web, de réseaux sociaux, de médias sociaux, d'outils de communication synchrone, asynchrone, justement pour soutenir, et je souligne là-dessus, une activité d'apprentissage. Une fois l'activité finie, ben, l'environnement évolue et disparaît. Et là, vous allez voir qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'installer. Peux-tu aussi me décrire un peu qu'est-ce que les caractéristiques de l'EPR? Oui, donc dans le fond, on disait tantôt, un EIR n'est plus confiné, c'est une structure légale.
Donc là, ça veut dire quoi? L'EPA, ça veut dire qu'on va être ouvert. OK? Mais il y a une chose, par exemple, Hamid l'a dit, je le répète, je veux vraiment que vous le reteniez. Tout ce qu'on va vous présenter, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi mon objectif d'apprentissage? Okay? Quand je vais utiliser un outil, quand je vais faire quoi que ce soit, c'est quoi mon objectif d'apprentissage? Qu'est-ce que je veux que l'étudiant atteigne? C'est quoi la compétence qui est en jeu? Okay? Donc, on va regarder, un environnement d'apprentissage va être beaucoup plus ouvert. Ça veut dire que je peux avoir quelque chose sur Facebook, je peux avoir quelque chose sur Twitter, je peux avoir quelque chose sur YouTube, je peux avoir des formations en direct. Je peux avoir quelque chose qui va être beaucoup plus flexible. Je veux dire, je peux aller sur le Drive. Je peux avoir quelque chose qui va être informel. Je peux avoir des sources d'informations que je vais exploiter. Puis, quelque chose qui va être, vous voyez, dans le fond, ici, on regarde plus les environnements institutionnels, traditionnels. Et là, à ce moment-là, ça veut dire que je peux utiliser différents outils, puis les amalgamer. Okay? Ceux qui étaient avec moi hier, on parlait aussi du modèle uni, du CELDAR. Donc, à ce moment-là aussi, ça peut être une façon d'intégrer le CELDAR dans notre objectif, dans notre façon de gérer ces outils-là aussi. Alors, on assiste dessus, l'environnement personnel d'apprentissage, c'est une extension de l'environnement institutionnel. Il ne l'annule pas, mais il le complémente. D'accord? Donc, juste pour quelques caractéristiques, excusez-moi. Okay. Non, il ne va rien savoir. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je pourrais improviser là-dessus. Ok, Bobby. Non, d'accord. Donc, l'environnement d'apprentissage. L'environnement d'apprentissage, en fait, c'est une composition, si vous voulez comprendre, de certaines ressources. Le premier, c'est le contenu. Le contenu que l'étudiant va même créer ou consulter. Par exemple, YouTube, les blogs comme Wix, WordPress. Donc, il y a une combinaison d'applications que l'étudiant va pouvoir créer le contenu, mais aussi aller consulter du contenu. Deuxième chose, il y a un ensemble d'outils qui favorisent la communication. Je parle ici de toute communication profonde, le clavardage, les textos, les messengers de Facebook, de Snapchat même, pouvoir soutenir une activité de communication entre les étudiants. Troisièmement, on parle d'un ensemble d'outils de productivité, des outils par exemple, qu'on a vu ce matin, Google Drive, Google Docs, comment il peut soutenir la collaboration entre les étudiants. Hier, c'était Zoom, comment il pourrait soutenir la vidéo, la communication en ligne. Donc, on parle d'applications davantage qui sont sur le web et qui sont aussi disponibles sur le mobile. À cela, il faut ajouter dans cet espace personnel de l'étudiant, on a aussi des individus qui participent aussi bien localement dans l'activité de l'étudiant, donc par les pairs, aussi dans la classe, dans le campus, mais aussi dans des communautés qui sont étendues, qui sont à l'extérieur de la classe. Donc, vous voyez que l'environnement personnel d'apprentissage, c'est un environnement qui est propre à l'étudiant et qui fait appel à des outils. Je ne vous ai pas décrire tous les outils parce que vous en avez déjà vu assez comme ça, mais il faut ce qu'il faut faire, c'est se lever pour voir ce qu'on est en train de faire. C'est un espace qui est propre à l'étudiant. D'accord? Donc, voilà, il faut peut-être ajouter là-dessus. Oui, ben, c'est ça, c'est dans le fond, ce qu'on veut illustrer par là, c'est qu'on utilise parfois Facebook, on utilise parfois le Drive, on utilise parfois différents outils. Mais ce qu'on veut juste ici illustrer, c'est que ça devient l'environnement personnel d'apprentissage. Puis comme je vous disais, des fois, les étudiants en utilisent à notre même insu. Des fois, ils utilisent des choses qu'on n'est même pas au courant. OK? Puis ils utilisent à des fins pédagogiques. Et donc, dans le fond, c'est de dire, ces outils-là, OK, n'importe quelle combinaison de canaux de communication, ça pourrait constituer mon EPA. Là, on vous en a présenté plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde, demain matin, partir avec ça. C'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que selon les objectifs d'apprentissage que vous allez atteindre, selon le programme, selon la compétence, selon le cours, il y a fort probablement un outil qui peut s'appliquer et qui peut être très intéressant. Okay? Puis, un environnement personnel d'apprentissage, ça peut être n'utiliser qu'un seul outil. Si moi, dans mon cours, j'utilise Google Drive, à ce moment-là, oui, mes étudiants ont déjà un environnement personnel d'apprentissage. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on développe cette conscience-là par rapport à son cours, on peut aussi la faire par rapport à son programme. Puis là, nos étudiants deviennent drôlement bien outillés par rapport à ces éléments-là. C'est ça qui favorise en tout cas le développement. Oui. J'ajouterais à ce que tu viens de dire quelques autres caractéristiques de cet espace personnel à l'étudiant. Il est personnel, mais il n'est pas pour autant individuel. D'accord? L'étudiant crée un espace
c'est un écosystème d'applications qu'il utilise, de ressources qu'il utilise, mais c'est pas pour autant qu'il est individuel. Ne pas comprendre qu'il est confié dans un espace, c'est juste son espace à lui, sa combinaison, son écosystème d'applications qu'il utilise justement pour soutenir une activité quelconque. Il ne faut pas savoir que c'est un lieu physique. C'est pas une application qu'on est en train de vous montrer aujourd'hui. On est en train d'introduire un concept. C'est pas un lieu physique, on va dire, va utiliser cet outil, tu vas utiliser ton OPA. Non. L'OPA, c'est un écosystème d'applications que l'étudiant utilise justement pour soutenir une activité. Donc, pas besoin d'aller chercher un outil ou un espace. À la limite, je peux peut-être faire juste, à la limite, si vous connaissez Symbaloo, Symbaloo, c'est un ensemble de raccourcis, d'accord? C'est des raccourcis. Le forfait de génération. Alors, c'est juste des raccourcis, d'accord? Imaginez, en fait, c'est pas un OPA, c'est juste imaginer qu'un étudiant, il a accès à toutes les ressources, mais à une seule interface. Et Moodle va être un lien sur un espace où il va récupérer, par exemple, les documents qui sont déposés par le prof. Mais imaginez que l'étudiant, par exemple, va utiliser un blog, Wix, un outil de sondage, un outil de collaboration, Drive ici, Facebook par là, Messenger par là. Donc, pourquoi on ne peut pas l'appeler ça qu'on a un OPA? Parce que dans les faits, c'est juste des raccourcis, c'est juste des liens sur lesquels je clique pour aller dans un site. Donc, ce n'est pas un OPA. Mais j'essaie juste de rapprocher l'idée de l'OPA, c'est un environnement à travers lequel l'étudiant accède à un ensemble d'outils. D'accord? Qui peut être favorisé par le professeur ou qui peut être construit de toutes pièces par le Alors, maintenant qu'on est habitué à cet environnement institutionnel, comment le professeur son rôle va changer dans son environnement personnel que l'étudiant crée pour lui-même? D'abord, on le sait déjà, le rôle du prof va évoluer d'un porteur du savoir, parce que je vois le prof comme celui qui porte le savoir, à un professeur qui va faciliter l'accès au savoir. Il va aussi faciliter l'intégration de l'information. Au lieu de dire, voici ce que je t'envoie comme information, on va faire la conception de quelques tâches d'objectifs d'apprentissage qui vont intégrer l'information qui est déjà disponible sur le web. Parce que vous le voulez ou vous ne voulez pas, l'information que vous enseignez, il y a une forte probabilité qu'elle soit déjà sur le web. Alors, avant, le prof était celui qui a l'information. Aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec le web. Alors, si vous ne pouvez pas battre le web, et là, je doute que vous allez pouvoir réussir, au lieu de battre le web, alliez le web à vos pratiques à vous. C'est-à-dire comment? Je dis, ok, je vais utiliser les ressources sur le web pour faciliter l'intégration et non pas se présenter comme quelqu'un qui a du savoir à transmettre à un étudiant. D'où l'intérêt, d'où le changement qui devrait se présenter un peu dans le rôle du professeur. Il doit ici où c'est un bon démonstrateur, dans le sens où il faut aller toucher à ces outils. D'excellents outils étaient présentés hier et aujourd'hui, d'excellents outils. Il faut aller toucher à ces outils. Un mythe à ne pas croire, un mythe qu'il faut démystifier aujourd'hui. Ne pensez pas que les étudiants sont là au niveau numérique. On dit que le digitally native. Vous savez, détruisez ce mythe. L'étudiant, il a besoin qu'on lui montre comment ça marche, ces petits outils, puis lui découvrir des outils. Ne prenez pas pour acquis qu'il est parce qu'il est digitally native. Ah oui, il sait tous les outils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, j'ai détruit cette conception dès le départ. On devient plus comme un guide, puis il faut toujours rappeler aux étudiants notre intention de travail, puis notre objectif. C'est plus tout au long du travail. C'est ça qu'il faut garder en tête quand on utilise ces... Puis, en pédagogie, vous avez sûrement entendu parler, à un moment donné, on parle du changement de paradigme centré sur l'enseignement. À ce moment-là, je suis un magistral principalement, ou centré sur l'apprentissage, où l'étudiant devient plus actif. Dans le fond, on devient beaucoup plus là. Puis, on parlait tout à l'heure par objectif, par compétence, on a eu cette discussion-là aussi. Dans le fond, là, c'est de dire, la compétence, c'est ça. Donc, à la fin du cours, on chemine tout le long, on guide, on utilise des outils, mais c'est ça, la destination finale, c'est cette compétence-là. Ça veut donc dire qu'on n'est plus vraiment dans un élément de contenu. Oui, ce contenu-là peut-être c'est sérieux, mais dans cette perspective-là, je ne peux pas dire, j'aurais pas le temps de passer mon contenu. OK? Cette expression-là, je dirais. Il va être surpris. Ce que j'entends bien, c'est que vous dites que le prof doit être un modèle pour l'étudiant, dans un sens. Donc, s'il est un modèle, lui aussi peut développer son environnement
Absolument. Je me donne juste un exemple simple pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, je vais présenter tout à l'heure, mais de toute façon, moi, je suis un défenseur des usages des médias sociaux dans la classe. D'accord? Donc, au départ, quand je créais mes plateformes et mon réseau social sur Google+, il y avait des étudiants 40, parfois 20. Et parfois, au départ, ce que je remarque, c'est que les étudiants posent quelques questions personnelles, genre, ah, c'est drôle, l'examen, c'est demain, puis ils commentent. Mais ce n'est pas le cours, c'est juste ça donne une voix à l'étudiant. Mais ce que j'ai remarqué qu'il y a peu et à mesure que ça avance, c'est le genre de commentaires disparaît. Vous savez pourquoi? Parce que les étudiants créent leur propre Google+, ailleurs dans la vie. Parce que, ok, c'est content, j'ai réussi à créer cet espace. Au départ, j'étais comme, quelque chose que mais j'ai pas compris pourquoi. Mais c'est justement parce que l'étudiant, il a créé son propre espace personnel d'apprentissage. Parce que ma perspective au départ, elle est très directe, mais l'étudiant, à la fin, ils ont fini par créer leur petit espace à eux, puis ça disparaît de mon espace à moi. Je ramène ici la question d'interaction, parce qu'au départ, l'étudiant, c'était le prof, c'était la communauté de la classe, mais il a créé un petit espace à côté avec son équipe, parce qu'il crée un autre espace avec je ne sais pas qui. Donc l'étudiant, il faut l'admettre, il crée son espace, d'où l'intérêt de parler de démonstration. Je n'ai pas dit à l'étudiant, et tu sais quoi, il va falloir que tu crées Google Plus ou Facebook pour que tu puisses accéder au cours. J'ai utilisé cette technologie dans le cours, mais c'est par extension, l'étudiant va créer son petit espace, son propre symbole, si je peux appeler ça, pour qu'il puisse créer son espace et évoluer. Peut-être un mot sur l'étudiant? Ben, l'étudiant, c'est certain qu'à ce moment-là, ce qui est clair, c'est que quand on voit les interconnexions entre toutes les interfaces, mais aussi le volet collaboration. Ce qu'on observe beaucoup, c'est que nos étudiants collaborent de plus en plus, ça c'est clair. Il y a beaucoup plus d'échanges. L'autre élément, c'est la diffusion. Les étudiants sont fiers. Diffuser, je fais ci, je fais ça. Beaucoup d'étudiants ont leur propre chaîne YouTube, ils vont diffuser beaucoup sur les médias sociaux, et ainsi de suite. Donc, il y a un aspect là qui est c'est des caractéristiques qui apparaissent. Donc, quand on me disait pro-sommateur, je disais tantôt au départ, c'est qu'il y a un aspect de diffusion, de faire connaître qui sont très, très, très fiers. Voilà, donc aussi les plus autonomes en termes de choix. Ouais. Je vais vous illustrer cette dimension. Par exemple, dans le cours que j'enseigne ici, il porte sur l'e-commerce, et les étudiants doivent absolument créer un site web pour les entreprises, une entreprise un vrai site web. Mais vous savez quoi, on ne peut pas faire une démonstration de tous les outils, mais ce que l'étudiant peut faire à même, c'est on lui laisse la main de choisir son outil. C'est-à-dire que si tu décides d'aller avec Wix, avec WordPress, avec une autre plateforme, ben, l'étudiant choisit l'outil avec lequel il va travailler. Mais c'est pas une raison parce qu'on n'a pas fait la démonstration en classe qu'il ne peut pas l'utiliser, parce que justement, on revient à la notion que YouTube, c'est une ressource. Il y a des centaines de tutoriels qu'il peut utiliser justement pour pouvoir ajouter un petit bouton. Mais pas besoin de me dire c'est comment ajouter un petit bouton. Juste sur YouTube, il y a comment j'ai ajouté un bouton ou comment ajouter faire ceci ou cela. Donc, la notion que l'étudiant aussi peut choisir ces outils qu'il peut trouver par lui-même ou qui peuvent être inspirés par les démonstrations en classe. Ben, si on regarde des exemples concrets, okay? On vous a parlé un petit peu d'aquaculture. Aquaculture, c'est un programme qui est maintenant développé en module. C'est-à-dire qu'il est en module. Il y a 4 modules. Les gens peuvent choisir un module. C'était un programme qui est offert maintenant en donc dire une partie asynchrone, une partie présentielle. Au lieu de 15 semaines à Candiac, les gens ils vont 2 semaines. À ce moment-là, faire la partie pratique. Mais ça a amené quoi? Ça a amené que les étudiants sont tous sur Google. Okay. Ça a amené qu'ils utilisent Facebook, ils utilisent beaucoup d'applications collaboratives. Mais ça fait aussi que nos étudiants, là-dedans, quand on regarde l'utilisation de ces outils-là, surtout quand on les met à distance, le niveau d'autonomie qui se développe. Vous allez voir, la formation à distance, quand on a des gens en présence et des gens à distance, c'est de plus en plus documenté. Les gens qui vont être à distance vont être de plus en plus autonomes par rapport à ceux en présence. Pourquoi? Justement, il y a des éléments qui, à un moment donné, qu'ils vont utiliser et qui vont faire qu'ils vont avoir le réflexe de chercher leur propre solution au lieu de dire, ben écoute, Amid, c'est quoi qu'on fait? Ça fait qu'à ce moment-là, il y a un certain niveau d'autonomie. Puis ça, c'est intéressant. Puis l'EPA, ben c'est certain que quand on place dans un contexte à distance, ben, c'est un levier qui est très, 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 très fort. Les commissions scolaires, on sait que, grosso modo, Office 365 s'en vient pas mal. Il va y avoir avec les tuiles beaucoup de possibilités intéressantes. Ça veut donc dire, dans le fond, vous allez avoir votre propre EPA, les gens qui vont être disponibles. Okay? Ça veut donc dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se forment
actuellement sur Office 365, mais Office 365, voyez pas ça comme le PR comme quelque chose d'inaccessible. Au contraire, Office 365 avec ses tuiles va offrir beaucoup de possibilités. Au collégial, ce qu'on peut savoir, c'est que probablement, sous peu, Office 365 va être aussi. C'est par là qu'on va aller. Okay? Ça fait qu'il y a des établissements qui sont sur Google, on a fait des expérimentations sur Google, mais en tout cas, on essaie de tirer les verres du nez de nos deux représentants du ministère, là, qui sont pas dans la salle. Mais c'est ça. Dans le fond, vous allez voir, le système d'Office 365 permet des tuiles, il y en a une, n'est-ce pas, comme l'équivalent de YouTube, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est un peu un EPA, dans le fond, qui va nous être. Si je fais le parallèle avec Lucas, comme je l'avais dit tout à l'heure, Google Plus est utilisé comme réseau social tout court. Vous voyez ici, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est un environnement de classe, mais les étudiants peuvent créer aussi leur petit espace, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où ils créent un environnement où ils vont faire avancer les travaux, communiquer entre eux. Ça peut être sur Facebook, et c'est parfaitement correct. Si des sites souhaitent un autre outil, ça va être leur espace à eux. Et voilà. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est justement l'usage de ces médias sociaux, ça permet de donner une voix, un espace de travail à l'étudiant. On avait vu tout à l'heure Kahoot, ce que j'appelle littéralement une arme de motivation massive. Allez-y, vous avez vu l'ambiance hier. Si vous ne l'avez pas utilisé ce fois dans votre vie, utilisez-le. Et en fait, jusqu'à date, il est gratuit. Mais je pense que ça ne va pas être trop longtemps qu'ils vont essayer de. Mais l'application gratuite apparaît. Mais je vous invite à le faire. Et savez-vous, hier, nous avons vu la formule individuelle, d'accord? Mais il faut savoir qu'il y a une formule équipe aussi. Autrement dit, on peut mettre, je l'avais juste essayé la semaine dernière, on peut faire 12 équipes ou 10. Puis les équipes votent, chaque équipe vote a droit à une seule réponse. Mais normalement, les tâches vont être un peu plus difficiles, d'accord? Donc ça demande une réflexion, 2 minutes de réflexion avant que l'équipe vote. Donc, ce que vous avez vu hier, c'était la version individuelle, mais il y a d'autres possibilités qui sont présentées par Kahoot. Et ça met de l'ambiance, ça met, vous voyez, de la musique, ça, à chaque fois dans un cours, et en fait, vous savez quoi? J'ai appris plus tard que les étudiants, une fois que la première fois qu'ils l'ont vu, ils l'ont transmis dans un autre cours. Autrement dit, ils ont dit, ah oui, il y a un outil, on va essayer de commencer notre présentation avec Kahoot. Bon, ils vont dire, on va commencer, qui a déjà un modèle? Allez-y, Kahoot. Mais ça, c'est un EPA. C'est-à-dire, en pratique, là, au départ, on ne le voit pas comme ça. Mais quand on va dans le détail, on le voit. C'est-à-dire, pour moi, je m'attends maintenant à ce qu'un outil qu'on voit, il va être mis dans un autre contexte. Et c'est ça l'intérêt d'un EPA. Et vous voyez un peu, on vous a amené, vous voyez le poisson qui est passé à... Et là, c'est dans cette perspective qu'on est, on vous essaie de vous amener. Votre objectif, c'est pas de faire une liste d'outils. C'est l'approche derrière l'outil, et je remercie Daniel pour ça. D'accord? Alors, vous voyez ici, Kahoot en classe, ça marche très bien. Écoutez, à chaque activité, à chaque objectif d'apprentissage, il y a un outil pour ça. D'accord? Dites-vous que tout ce que vous avez vu comme outil, l'idée, c'était pas de ramener tous ces outils en classe. Je suis perdu, hein. J'ai appris comme 25 outils. Le but, c'est juste savoir qu'est-ce qu'il fait. Cet outil, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout ce que vous devez savoir. Par la suite, tiens, j'ai besoin, par exemple, de faire un dessin, ou j'ai besoin de faire un graphique, ou j'ai besoin d'éditer une vidéo, j'ai besoin de faire une carte conceptuelle. Ben, il y a un outil pour ça. Alors, dans la classe, on va ramener cet outil. Puis, une fois la tâche finie, l'objectif atteint, on ne fait que apprendre à résoudre un cas. Cet outil, c'est fini. Il disparaît. J'avais oublié de dire une chose pour la partie éphémère, ce que je voulais insister là-dessus, c'est que pourquoi il est éphémère? Parce qu'une fois, par exemple, vous utilisez un outil qui s'appelle Canva pour faire des images, éditer des images, ou Padlet, quand on parle d'outils, là. D'accord? Ou Padlet, ou le Wix, ou les mots de nuage, tous ces outils que vous voyez, ils soutiennent une tâche puis on ne les voit plus pratiquement. Mais une chose est sûre, l'étudiant, il a enregistré qu'il y a 7 outils qu'il fait sur mon cloud. Et la preuve, c'est que quand je vois par exemple un travail 3 semaines ou 4 semaines plus tard, je suis surpris qu'il y ait des étudiants qui sont allés sur le site faire un cloud puis l'ont inséré dans un travail. Puis c'était pas mon intention du tout au départ de leur exiger de faire un cloud en travail. Mais il a vu que l'outil, voici ce qu'il fait, il peut soutenir à faire une synthèse, à faire un remue-ménage, à collaborer, à éditer, à évaluer,
allez avec Bloom, puis c'est quoi les tâches, puis il y a toujours un outil qui va soutenir ça. D'accord? Puis je pourrais passer toute une journée à vous parler des outils comme YouTube pour aller savoir les tutoriels, Drive, stockage, structurer le stockage, Notely, une séance où on fait un brainstorming. Puis si je manque de post-it, vous savez ce que je fais? Je viens avec Notely, puis il y a des post-it virtuels, je dis, j'en ai pas de post-it, il y en a sur le cloud. Allez, tu vois des post-it partout. Au lieu de mettre sur le mur, ils sont sur le... mais on a fait appel à cet outil justement pour soutenir le brainstorming. Après, c'est disparaît. C'est pour ça qu'il est éphémère. Alors, si vous êtes habitué à aller sur Drive, sur Moodle, ou n'importe quelle plateforme, et vous faites dupliquer un cours, possiblement il faut changer cette pratique parce que ça n'existe pas dans un hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Habituellement, lorsqu'on commence une nouvelle session, on va dans un environnement comme Moodle, on fait juste dupliquer un cours, c'est ça? On reprend la même structure, 15, puis la session d'après, ça va être 15. Peut-être être déçu que ça n'existait pas dans notre cas parce qu'il était éphémère. On l'a utilisé, l'outil est là, il a soutenu l'activité, il a disparu. Il a disparu. L'apprentissage reste, mais l'outil, c'est pas nous. Voilà, on va finir par une mise en route. Une mise en route, dans le fond, ce qu'on vous a dit au départ, puis c'est important, c'est la notion tout le temps, c'est quoi l'objectif d'apprentissage? Puis je peux vous dire, dans les prochains chantiers de Fatio, il va y en avoir des expérimentations, parce que dans le fond, les outils qu'on va vous présenter, on va davantage les documenter. On va dire tel outil fait telle chose, tel outil fait telle chose. Puis, on va vous dire aussi, telle personne a déjà expérimenté. Okay? Ce qu'on veut aussi documenter. Vous dire Fadio, là, vous dire la collectivité, il y a un paquet de gens qui expérimentent. Mais c'est clair que ça part de l'objectif d'apprentissage. La beauté de ça, c'est que ça a tendance à mettre évidemment nos étudiants en action. Okay? Ils vont être beaucoup plus en action. C'est des outils qui s'utilisent très bien à distance. Okay? Caout, ces choses-là, faire le sondage, j'étais comme hier dans la salle, mais je veux dire à distance, je peux vous dire une chose au niveau de la motivation, c'est vraiment important. Donc, dans le fond, après l'objectif, déterminer son outil, et après ça, le déploiement. Puis, évidemment, il y a des ajustements. Mais c'est certain qu'à travers notre radio, vous allez voir, on va vouloir documenter ces pratiques. Autant hier, celui que vous avez avec moi, donc vous êtes sur le cellulaire, on va aussi documenter l'utilisation de ça. Mais de plus en plus, on va aller, puis on va vous solliciter là-dedans. On va solliciter, puis ce sera par style de webinaire, ce sera par formation, ainsi de suite, peu importe. Ça va être des choses que vous allez faire. Voilà, donc c'est un modèle qui est très simple, pourtant. Donc, comment je vais m'en sortir en tournant donc tous ces outils qu'on a appris, on va encore apprendre, puis ils ne cessent d'évoluer, puis à chaque fois, l'année dernière c'était Mentimeter, ça a évolué vers Socrative, puis maintenant Chaos, puis qu'est-ce que je fais? Comment je me situe? La règle est simple, qu'est-ce que je veux faire? C'est tout. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire une évaluation somatique? Ah, tiens, j'ai pensé à un outil, il y a ça. Bien, je veux faire un brainstorming sur un cas, comment il faut structurer les idées. Ah, ok, je fais une carte conceptuelle, ben, il y a un outil pour ça. Je l'utilise pour le cas, puis c'est fini, il disparaît. On utilise un autre outil. Et maintenant, vous voyez un peu l'engrenage qu'on avait lu, puis les engrenages, chaque chose, puis une chose, puis après ça, c'est fini. Il y a d'autres outils d'ici 5 ans, d'ici 10 ans qui vont sortir. Ce qui va rester, c'est l'apprentissage, ce qui va disparaître, c'est l'outil. On va finir avec ça. Finir avec ça. Parlez-moi de la motivation, on va dire. Un impact sur la motivation, parce que vous avez vu hier pendant le souper, on a reçu le chaos, hein, il y a un impact là. On place notre étudiant au centre d'apprentissage, ça c'est quelque chose de bien important. Favorise le dynamisme interactivité en classe puis hors classe. On est en formation de distance, on se préoccupe de cet enjeu-là. Rime avec la classe du 21e siècle en fonction des outils. Puis, évidemment, s'inscrit dans l'approche par compétence dans la réalisation du projet. Ça fait que dans le fond, ça vient boucler la boucle. Okay? C'est vraiment, ça rejoint ces aspects-là qui sont pour nous autres très, très, très précieux en pédagogie. Et, finir avec ça. On voulait laisser ça pour des questions. Voilà. Oui, dans une minute, oui. J'avais une petite question, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce que vous avez dit qu'il existe un outil qui nous dit quel outil utiliser, pourquoi? Bloom, c'est Ah, ok, la taxonomie Bloom. Bloom, c'est une... Vraiment, tantôt, c'est quand tu avais le tableau. Faites-vous référence quand il y avait le tableau tout à l'heure avec la 50? Non, j'avais dit Bloom, ok. C'est bon. La taxonomie Bloom, c'est un modèle qu'on trouve pédagogique qui structure un peu les techniques d'apprentissage. Par exemple, comprendre quelque chose, évaluer quelque chose, parce que juste saisir, comprendre, créer, évaluer, Bloom structure un peu ces termes, parce qu'ils vont juste de la simple passivité, qui est juste écouter, enfin, ils vont écouter, décrire,
Mais il va jusqu'au autre continuum où il crée, il intègre. Ben, intégrer, c'est pas juste d'écrire, hein, on se comprend, d'écrire c'est ok, j'ai compris, mais intégrer, ça demande beaucoup de travail. Donc Bloom, c'est une taxonomie, juste aller sur Google, taxonomie Bloom, qui vous donne tous les verbes qu'un prof pourrait faire appel. Et d'ailleurs, c'est très pertinent pour monter un plan de cours, hein, parce qu'au départ, on fait, est-ce que c'est juste d'écrire, ou je veux qu'ils comprennent, ou il faut qu'ils créent, ou il faut... Alors c'est pour ça que je dis, vous avez la question, mais quelle est la relation de Bloom avec cet espace? Parce que vous allez peut-être faire le lien. C'est juste, par exemple, faire un remue-ménage, ou essayer de, remue-ménage, je pense qu'il y a une carte, il y a des post-it, il y a collaborer, permettre à l'étudiant de collaborer pour créer, collaborer, mais il y a Google Drive, il y a Dropbox, stocker, je sais pas quoi, stocker, il y a Dropbox, il y a Google Drive, puis on va pas finir avec ça. L'important, c'est de savoir, c'est pas mauvais d'avoir cette taxonomie d'outils. Ouais. Le problème, c'est que si on finit cette taxonomie d'outils, il va être obsolète en bout d'une année. C'est ça le problème. Parce que c'est pour ça que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps avec le cerveau. Ça va finir. Écoute, dans une année, on va plus utiliser Even, je sais pas quoi, ça va être atrophié. Donc, l'idée, c'est de savoir quel outil, qu'est-ce que je veux faire, puis à ramener cet outil à ce qu'on veut. Mais une espèce de nomenclature, parce que j'avais compris la même chose, même si je connais Bloom, mais je pensais vraiment qu'il y avait un outil qui s'appelait comme ça, donc j'avais compris ça. Mais est-ce qu'il y a un outil qui existe ou une nomenclature des différents, puis ça sert à ça? Tu sais, quand on connaît pas, on peut pas tout connaître. Mais sérieusement, c'est un besoin. Moi, sérieusement, je trouve qu'il doit y avoir un besoin à ça. Mais ça existe pas. Ça n'existe pas, mais je pense qu'on devrait créer. Mais sérieusement, si vous avez compris ça, on devrait avoir ces outils. Oui, parce qu'on ne peut pas avoir le temps de tout. Non, on n'est pas là pour ça. Effectivement. Oui. On dirait que pour embarquer dans cette façon de faire-là, il faut faire une espèce d'aveu d'ignorance un peu comme enseignant. Il faut de dire, l'élève va me suggérer quelque chose, je ne connais pas du tout l'outil que tu vas me... Puis je trouve ça intéressant de plonger là-dedans et de dire, ils arriveront tous au même point, mais ils auront suggéré des moyens qui leur ressemblent. Là, ce sera leur environnement personnel à eux. Mais il y a des enseignants qui vont voir leur courriel 3 fois par semaine. Tu sais, il y a des... Comment on fait pour les encourager à plonger dans cette... La question, elle est fondamentale. Moi, le seul argument que je dis à des enseignants par rapport à ça, parce qu'on ne veut nullement pas, puis vous avez vu hier que ma présentation dit toujours, Fadi, on part du besoin qu'on monte. OK, Fadi ne viendra jamais à dire on descend des politiques, quoi que ce soit, c'est vraiment pas ça, on n'est vraiment pas dans cette orientation-là. Moi, il y a une chose que je dis par exemple. Je dis aux enseignants, je dis, oubliez pas, les jeunes en avant de vous, ils ont changé. Ils ont changé. Puis, tu sais, moi, dans mon temps, la gestion de cellulaire, je disais ça, la blagueur, là. Moi, mes profs, ils disaient, pas de gomme dans la classe, pas de casquette, puis pas de couteau, puis je veux dire, il y a des affaires, là, des déclars, là. Moi, maintenant, j'arrive dans une classe, quand j'arrive dans une classe, il y a un cellulaire. Wow! Qu'est-ce que je fais avec ça? Je laisse-tu pas? Je laisse-tu un panier? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Parce que les autres, ils vont faire ça, tu sais. Puis là, on dit, hey, wow, la pénétration cellulaire. Je peux vous dire une chose, les enfants qui connaissent, là, eux autres, là, quand le cellulaire, là, ils connaîtront plus la roulette, là, ils connaîtront pas ça. Il y a un enjeu là que je me dis, notre clientèle change. On est un temps soit peu obligé de suivre. L'autre élément que je dis aux enseignants, on n'a pas à le faire tout seul. On n'a pas à le faire tout seul. Pourquoi Fadio a été mis en place? C'est justement pour ça. Pour que le portefeuille d'action, là, je veux dire, il soit diversifié. Puis que si quelqu'un, hier, on avait des présentations, je pense à Karine qui faisait des présentations, en fait, elle a expérimenté des choses de la présentation, probablement qu'on va la mettre dans une capsule vidéo, ça sera probablement sur le portail de, puis si quelqu'un a manqué ça, c'est pratique, vous ne vous souvenez pas, il va voir Karine en vidéo, puis on va l'écouter, puis on fera la même chose pour d'autres. Puis le fait aussi de mettre ça avec taxonomie de Bloom, c'est une super de bonne, ça n'a pas tombé de l'oreille d'un sourd, ça je peux vous dire une chose, tu sais. Mais c'est d'aller là, tu sais, parce qu'il ne faut pas non plus que moi je dis qu'il faut que les gens soient en action, mais il ne faut pas non plus qu'on les paralyse par rapport à l'ampleur de l'action. Ça c'est important. Puis la collaboration, elle, stimule cette action-là. Parce que moi je vois quand les enseignants se mettent en action, la beauté de la chose, ils vont aller plus vite que ce qu'il y aurait besoin d'aller, parce que là il y a une motivation qui est là. Mais il ne faut pas qu'on sente
ça comme un poids. Faut pas qu'on sente ça comme une obligation. Et moi, je dis, ben, c'est que nos étudiants changent. C'est un peu ça que j'avais tendance à dire. On cherche une application pour chercher des applications. Ça n'existe pas, c'est un besoin. Vous, comment vous faites pour trouver ces applications? Quelle est votre méthode? Être armé de patience. Je suis passionné, je voulais dire. Il faut être passionné. C'est mon domaine, je lis. Donc, bon, je regarde cet outil qui fait. Faire de la lecture, de la recherche. Voilà, puis, ok, je regarde cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon, je vais tester. Si c'est facile, il faut comprendre une chose que la plupart des outils sont faciles à utiliser en l'espace de 3-4 minutes. Vous savez quoi? Quand on arrive en classe, puis ça serait la première fois que je vais démontrer, par exemple, Padlet. Juste pour faire une mind map, ou par exemple, Padlet. Juste pour faire des petites cartes pour mettre l'information. Si la démonstration dépasse 3-4 minutes, je l'utilise pas. C'est une règle. Je dis, écoute, il faut que je sois capable de démontrer l'outil en l'espace de 3 minutes. 4 minutes. Plus de ça, c'est compliqué, je n'utilise pas. Si je suis capable de faire une démonstration d'une application en 3 minutes et que ça prend 2 minutes pour que l'étudiant commence à l'utiliser, imaginez le potentiel. Je ne suis pas en train de faire la démonstration de MS Project ou SAP ou je fais la démonstration de Padlet. Tu crées un compte. Et vous savez quoi? On n'a même pas besoin de créer un compte. Parce que la plupart des outils, il y a juste se connecter avec le compte Google. Tu n'as pas besoin de créer un compte, tu fais juste connecter avec Google. Tu le fais dans une minute. Tu scrolles compte Google, puis on est là. Alors, voilà. Donc l'outil doit être rapidement, la démonstration doit être d'une manière rapide, 5 minutes. Voilà, je double-clique, je crée une carte. Je clique ici, j'insère une image. Je clique ici, je le publie. Et puis, la plupart des outils, pratiquement sans exception, ils ont tous un bouton qui s'appelle Share. Collaborer. Au point que j'ai plus besoin de leur montrer, parce qu'à chaque fois, ils cherchent Share. Puis, je veux amener les autres. Parce que même au niveau de la classe, ils créent ces petits espaces de petits groupes. Ok, on va créer un petit document juste pour l'atelier, puis un petit document de 3, qui va servir juste 1 heure. Je vais inviter mes coéquipiers, puis ils vont faire une petite carte, une petite image, je sais pas quoi, puis au bout de 45 minutes, c'est fini. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que cet outil va être utilisé dans notre contexte, dans une autre planète, dans une autre affaire, puis ils vont faire appel à cet outil. Oui. Je voulais juste rajouter, je cherchais dans mes courriels pendant que vous parliez, mais c'est pas parfait, mais il y a Mao Techno. C'est suggestion d'outils selon une intention pédagogique. Comme par exemple, mettons, on voudrait faire un site web, on clique, puis là, on a des suggestions pour faire un site web. Mao Techno, tu peux peut-être juste le mettre à l'écran. On a 2 minutes. Voilà. Mais c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est déjà un départ, puis il y a quelque chose qui pourrait peut-être faire ça. Dans ce keynote ce matin, on avait clairement dit que l'étudiant évolue, l'environnement évolue, puis on fait appel encore à bon, l'approche magistrale, je comprends, peut-être on peut utiliser un moment le temps de faire une transition, mais je pense que la transition doit se faire maintenant, là, il faut ramener l'étudiant dans son centre, dans son espace à lui, puis essayer d'encadrer, d'intégrer, et c'est dans ce sens que ça va évoluer. Oui, moi j'aimerais revenir sur le côté éphémère, donc je rebondis un peu sur ce que monsieur disait tout à l'heure pour le côté email ou certains professeurs. Oui. Mais moi, je suis aussi à fond sur ce genre de petites techno, donc je suis très à l'affût. Mais moi, au final, je trouve que même si l'outil est assez simple, il faut quand même y passer un peu de temps pour être vraiment à l'aise avec les étudiants. Donc, du coup, pour moi, ce que je mets en place, c'est que je vais étudier, chercher, mais au final, je vais me dire quelle est la techno qui va peut-être un peu plus durer dans le temps, et je vais me concentrer sur quelques outils. Parce qu'en fait, au final, on se rend compte que ça fait beaucoup d'outils. Et moi, je suis professeur d'informatique, donc je suis quand même à l'aise. Et il y a des collègues qui sont peut-être moins familiers. C'est un bon point. Et je voudrais juste, dans un futur éventuel, ça devrait peut-être figurer dans la discussion. Il nous reste 1 minute, on va finir avec ça. Votre point est excellent dans la mesure où on n'a pas ajouté ici un espace temporel. On avait dit que c'est éphémère, mais c'est un peu exagéré. Parce que il faut, dans les faits, expliquer dans le temps. Parce que si je dis Google+, il n'est pas aussi éphémère que ça, parce que normalement ça dure une session. Vous voyez, donc ça dure une session, parce que c'est là où je fais mes dépôts, où les étudiants posent des questions, je sais pas, peut-être Google Drive aussi une session, puis une fois la session terminée, le Google+, ça ne sert plus à rien. Mais
Il y a peut-être un outil qui va durer 3 mois, 3 semaines. Parce qu'il faut juste livrer par un Wix, ils le font sur 4 semaines. Ils font des blocs 4 semaines. Puis une fois les blocs sont terminés, puis ils contribuent sur le web, c'est fini. Il y a des tâches qui sont juste le temps d'une semaine ou d'une heure. Vous voyez, mais ce que j'aime dans votre intervention, c'est comme la notion de temps. Éphémère, oui, mais il faut très bien le dire. C'est oui, éphémère. Après 4 semaines, ça peut être juste. Mais c'est un excellent point. On va peut-être finir avec ça parce que